Bonjour à tous. Alors voilà, on arrive sur cette dernière partie du chapitre 28. Donc on s'était arrêté la dernière fois à la page 8. On avait vu donc ces différents modes de reproduction des êtres vivants. Donc je vous rappelle, le chapitre parle de comment se font pour se reproduire les êtres vivants. On avait parlé de la différence qu'il y a entre la reproduction des plantes et des animaux avec les termes qu'on peut retrouver, hein, avec le fait que, par exemple, les mots spermatozoïdes et ovules, on les retrouve chez les animaux et aussi chez les plantes. D'accord? On avait vu un petit peu ces différentes possibilités. On avait fait ensemble ensuite des cycles un peu plus compliqués avec des animaux ou des plantes qui utilisaient des reproductions qu'on avait appelées sexuées ou bien asexuées, donc où les individus se reproduisaient tout seuls. Et puis on avait comparé, la différence entre ici le fraisier et le puceron et on avait ensuite passé en revue quelques-unes de ces, reproductions justement asexuées, hein. On avait parlé de la scissiparité, donc du fait qu'on peut avoir une bactérie qui va se couper en 2 simplement, un bourgeonnement, donc un clone qui va commencer à pousser sur le côté de l'individu. On avait parlé aussi du marcottage avec le stolon, hein, avec l'idée qu'on avait une plante qui allait faire une de ses tiges, qui allait partir de la plante pour refaire une nouvelle plante un peu plus loin. On le voit ici on le voyait sur ce schéma-là. Donc des plantes qui se refont les unes à côté des autres, toujours des clones, hein, toujours une reproduction asexuée, donc le même individu que celui de départ. On avait vu aussi les bulbiles, donc certaines plantes qui sont avec des bulbes, qui vont profiter du fait qu'il y a de la place. Il y a un grand bulbe ici pour pouvoir faire plusieurs clones de la fleur les uns à côté des autres, qu'on appelle des bulbiles, pour pouvoir faire plusieurs fleurs après quand ça va grandir. Et on avait terminé avec la parthénogenèse. Ça, c'était peut-être un petit peu la plus compliquée, dans le sens qu'en fait, on prend un individu, une femelle, qui va en fait avoir un de ses ovules, qui normalement devrait être fécondé par un spermatozoïde pour donner un bébé. Cet ovule, en fait, il va lui-même, tout seul, donner un bébé complet, donc un clone de la mère, et donc cet ovule deviendra un enfant tout seul, sans qu'il y ait un spermatozoïde qui vienne le féconder. Et c'est ce qu'on appelle la parthénogenèse. On avait vu l'exemple chez le puceron, mais aussi chez le dragon de Komodo, par exemple. Il y en a d'autres qui le font aussi. On avait parlé un petit peu des hypothèses, j'aimerais juste revenir là-dessus avant qu'on passe à la suite. Donc on avait expliqué le fait que l'avantage, hein, donc les avantages ici d'une reproduction asexuée, c'est l'idée de pouvoir faire beaucoup d'individus en peu de temps, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir un mâle qui rencontre une femelle, donc ça simplifie beaucoup la manière de faire les choses. Et du coup, on peut coloniser un milieu très rapidement, on peut en fait prendre beaucoup de place, faire beaucoup de copies d'individus très rapidement. Le problème, les inconvénients de ça, pourquoi tout le monde ne fait pas ça et pourquoi, bah, par exemple, les êtres humains ne font pas ça, c'est parce que du coup, ça va créer ce qu'on appelle ici des clones, donc des individus qui vont être tous identiques les uns aux autres. Et donc, s'il y a un problème qui va arriver, donc une maladie, un virus ou peu importe, ben, si ça touche une personne, si la maladie est très bien adaptée à tuer une personne de ce groupe, eh ben, il va du coup tuer aussi tous les autres, puisque ils sont tous des clones les uns des autres, ils sont tous pareils, il n'y a aucune différence génétique entre eux, et donc du coup il n'y a pas de résistance, il n'y en a pas un qui va résister mieux que l'autre, etc. D'accord? Donc voilà un petit peu le problème de faire de la reproduction asexuée. Et donc aujourd'hui, on va terminer ce chapitre avec en fait les deux dernières pages qui restent, mais ça va être un petit peu plus long que ce que tu penses peut-être, parce qu'il va y avoir des trucs que tu vas devoir faire de ton côté, et puis on va en fait reproduire ces cycles qu'on a vus ici, les cycles de reproduction, pour les différents animaux qui sont ici dans ce tableau. Donc tu peux prendre la page 9 de ton classeur, et là en fait on te donne un tableau. On te dit observe attentivement le tableau comparatif ci-dessous, et on te donne différents animaux, différentes plantes, pour parler de la manière dont ils se reproduisent. Donc ici en haut, tu as les différents êtres vivants qui sont concernés, et ensuite différentes choses qui se passent pour leur reproduction.
Donc je vais passer à travers un petit peu, déjà c'est quoi ces différents trucs et exactement comment ça marche, enfin qu'est-ce que ça fait ces différentes choses. Et après le but c'est que à travers ces informations qu'on a ici, donc chaque fois qu'il y a une croix, c'est que l'animal en question le fait. Donc par exemple si on reprend l'escargot, on te dit que l'escargot il se reproduit de manière sexuée, hein, il ne peut pas se reproduire tout seul, il a besoin d'avoir un partenaire qui fait un accouplement, etc. Donc il y a différentes choses qu'on va prendre dans ce tableau. Et avec ces informations-là, le but, ça va être de recréer ensuite des cycles pour chacun de ces animaux qui sont là. Donc, par exemple, ici, euh, on mettrait pour l'escargot, et puis on ferait les différentes parties du cycle de reproduction de l'escargot. D'accord? Et on va faire ça pour tous les animaux. Donc, je vais d'abord te laisser en faire un tout seul, et puis ensuite, les autres, on choisira celui que tu as envie de faire, et puis les autres, on les fera ensemble pour que tu puisses aussi avoir ensuite l'intégralité de toutes les différentes manières de se reproduire de ces animaux qui sont dans le tableau. Je te dis déjà les consignes, puis après je t'explique peut-être un petit peu mieux ce que ça veut dire. Donc premièrement, on te demande de choisir un des êtres vivants, végétal ou animal dans le tableau. Donc ce sera à toi de choisir au début pour commencer un des animaux ici, donc soit la sangle des prés, donc c'est une plante, soit les escargots de Bourgogne, une algue, une poule, une tulipe, un cerf ou une truite. Je vais te montrer après à quoi ça ressemble parce qu'il y en a qui des fois sont pas très au clair. Ensuite, on te demande, une fois que tu as choisi cet animal ou cet être vivant, de représenter le cycle de reproduction sur la page suivante. Donc de prendre cette page-là et de faire son cycle de reproduction ici. Chacune des caractéristiques mentionnées dans le tableau doit apparaître sur ton schéma. Donc chaque fois qu'il y a un X, on doit pouvoir voir cette partie-là dans ton schéma. Donc on doit parler d'autofécondation si ça se passe chez l'animal ou la plante que tu as choisi. Il faut respecter les étapes suivantes. Donc il faut parler de l'individu concerné, son mode de reproduction, le type de fécondation, le développement de la cellule œuf jusqu'à l'âge adulte. Donc c'est un peu toujours cette manière-là, on a vu dans les autres exemples, qu'on explique comment ça marche. Tu peux utiliser des dessins et des textes pour faire ton schéma, et puis tu peux consulter des ressources, donc moi je suis pas là, donc je peux pas te donner des ressources, mais tu peux aller bien sûr sur internet, si tu vois cette vidéo c'est que tu as accès, donc tu peux aller chercher des informations sur la reproduction de ces différents animaux. Le but ça va être de mettre en évidence les similitudes et les différences sur tes cycles avec des couleurs différentes. Par exemple, tu peux mettre en vert les similitudes et en rouge les différences. Quand on aura fini tous les animaux, hein, donc on va faire les 7 qui sont là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc tu auras 7 cercles comme ça, et puis tu pourras mettre d'une certaine couleur les choses qui sont uniques. Par exemple, si l'escargot, il y a une chose qu'il fait et que personne d'autre fait, tu pourras le mettre en vert, par exemple. Et s'il y a des choses qui sont différentes, tu pourras le mettre en rouge. Voilà, ça, je te laisse un petit peu libre de faire tes schémas comme tu veux et ce qui est le plus cool pour toi. Alors, je te fais juste on va juste expliquer un petit peu le tableau avant que tu commences ce schéma. On va parler d'abord des différents êtres vivants qui sont représentés ici. Ok, alors d'abord vite fait, à quoi ressemblent les différentes choses. Donc la sauge des prés, donc ça ressemble à ça, hein, c'est une petite fleur violette que vous pouvez trouver dans la nature, donc voilà, c'est une plante. L'escargot de Bourgogne, vous savez ce que c'est un escargot, vous avez déjà vu à quoi ça ressemble, mais voilà un petit peu le concept. Les algues, donc les algues, là je vous ai mis un dessin avec plein d'algues différentes parce qu'il n'y a pas une algue, mais vous voyez bien qu'il y a des centaines de différentes formes que peuvent prendre ces algues, hein, c'est des plantes qu'on trouve sous l'eau. Une poule, voilà, j'imagine que vous voyez ce que c'est. Des tulipes, donc ces fleurs qu'on peut retrouver aussi de différentes couleurs, là elles sont toutes rouges, mais il y a différentes couleurs, et puis donc elles poussent avec un bulbe, hein. Là, ça fait partie des bulbes qu'on a discuté avant. Un cerf, voilà, sympa. Et puis une truite, donc un poisson qui ressemble à ça. Donc voilà pour les exemples, comme ça permet peut-être de vous retrouver un petit peu mieux sur à quoi ça ressemble. Ensuite, les différents termes qu'on a ici en dessous pour que vous compreniez comment faire votre dessin. Alors, on a parlé déjà de reproduction asexuée. Donc, reproduction asexuée, une reproduction qui
peut se faire tout seul, donc sans qu'il y ait de partenaire sexuel. Donc là, on voit que c'est les algues et les tulipes qui peuvent faire ça. Donc des plantes, pas toutes les plantes peuvent le faire, hein. On voit que la sauge, a priori, ça ne marche pas, mais algues et tulipes peuvent faire une reproduction tout seul. Ensuite, reproduction sexuée, ben, on voit qu'ils peuvent tous le faire. Donc en général, c'est le cas pour les êtres vivants un peu assez grands, enfin, qui ne sont pas microscopiques, parce que ben, voilà, l'idée c'est quand même encore une fois de pouvoir mélanger ces gènes. Donc il y a la possibilité de faire des reproductions sexuées. Un accouplement, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un mécanisme qui permette de rapprocher les spermatozoïdes et les ovules l'un de l'autre. Donc on voit ici l'escargot, la poule et le cerf. Donc il y a un acte, quelque chose qui fait que on peut arriver à mettre le spermatozoïde proche de l'ovule. Fécondation externe, alors ça on n'en a pas encore parlé, mais effectivement c'est un truc un petit peu spécial. Donc ça, il faudra bien le noter et puis souligner cette partie-là. Donc la fécondation externe, ça va se passer, on le voit d'ailleurs ici, hein, chez l'algue et chez le poisson. En gros, l'idée elle est assez simple. Le but c'est d'utiliser l'avantage qu'on est dans l'eau. Donc la truite et l'algue sont des êtres vivants qui sont dans l'eau. Et en fait, sous l'eau, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut balancer simplement les spermatozoïdes et les ovules autour de soi. Donc, avec l'idée que comme ils sont les deux dans l'eau, ils vont avoir une chance peut-être de se rencontrer. Et puis du coup, une fois qu'ils se rencontreront, ils feront un œuf et ça fera un bébé. Donc, la fécondation externe, si on a de l'eau, on peut comme ça balancer dans l'eau les choses et puis espérer qu'il y ait une fécondation qui se passe. Donc fécondation externe, je vous montre peut-être juste vite fait, encore une fois, la BD de Dirty Biology pour expliquer un petit peu le truc. Donc là, on voit que si on reprend l'idée, donc ce qu'il explique, c'est que, ce que je disais avant, c'est que quand on veut avoir du sexe, il faut qu'il y ait une reproduction sexuée, il faut qu'il y ait un mâle et une femelle qui se fassent rencontrer leurs cellules. Donc il faut qu'il y ait un spermatozoïde qui puisse rencontrer un ovule, hein, donc que les gamètes se rencontrent. Et ça, quand tu peux le faire dans l'eau, c'est pratique, hein. Donc là, on voit l'image d'un animal qui vit, ou en tout cas qui vit proche de l'eau. Et puis l'idée, c'est que simplement, il va y avoir les ovules de la femelle qui sont quelque part dans l'eau, hein, elle les a déjà balancés dans l'eau. Et puis, on peut avoir du coup le mâle qui va simplement envoyer son sperme à côté, toujours dans l'eau. Et puis, ce qui va se passer, c'est que les deux vont pouvoir du coup se rencontrer. Donc on voit ici que les spermatozoïdes et les ovules vont se rencontrer dans l'eau, parce que voilà, c'est facile de pouvoir faire ça dans l'eau. Le problème qu'on va avoir après, c'est que quand on n'est pas dans l'eau, hein, si on est à l'air libre, ça pourrait pas se mélanger, hein. Donc là, il a fait une petite blague avec l'idée que voilà, cette même individu qui essaie de faire ça hors de l'eau, ça marche pas, hein, d'accord? Donc on a les ovules qui seraient sur le sol, desséchés, donc on ne pourrait pas avoir cette rencontre d'ovules et de spermatozoïdes. D'accord? Et donc c'est à partir de là que ce qui a commencé à se passer, c'est qu'il y a eu une fécondation qu'on a appelée interne, puisqu'on a tout fait à l'intérieur de la femelle. Donc cette même rencontre qu'on avait avant qui pouvait se faire dans l'eau, pour une fécondation externe, a dû se faire à l'intérieur de la femelle, et c'est pour ça qu'on a commencé à appeler ça du coup une fécondation interne. Voilà. Donc je reviens à notre schéma. Donc voilà, fécondation externe, on peut le faire, c'est pratiqué par des individus, des êtres vivants qui peuvent vivre dans l'eau. Sinon, il faut qu'on fasse une fécondation interne. Donc ça, c'est ce qui va se passer pour la sauge, pour l'escargot, pour la poule, la tulipe et le cerf, donc tous ceux qui ne vivent pas dans l'eau. Fécondation croisée, donc là aussi, ça arrive chez tous les individus. Donc l'idée de la fécondation croisée, c'est en fait de savoir qu'on peut avoir un individu mâle qui va féconder un individu femelle qui n'est pas le même, hein, par exemple, si on prend l'exemple de la sauge, c'est un pollen d'une des plantes de sauge qui va aller féconder une autre plante de sauge plus loin. Et donc c'est pas la même plante qui se féconde elle-même. Hein, pareil pour tous les autres. Donc on le voit bien quand on a par exemple un cerf, on peut bien imaginer qu'un cerf il peut pas se féconder lui-même, puisque il est soit mâle soit femelle, d'accord. Mais dans le cas
des plantes, donc de la sauge et de la tulipe par exemple, on peut avoir ce cas de autofécondation. Donc c'est pour ça qu'on précise qu'il faut normalement une fécondation croisée, ça veut dire que on peut avoir un mâle et une femelle de deux plantes différentes qui se fécondent, mais on peut aussi avoir dans certains cas ce qu'on appelle l'autofécondation. Donc pour la sauge et la tulipe, c'est le cas. Donc c'est en fait la plante qui se féconde elle-même. C'est les spermatozoïdes de la plante qui vont féconder les ovules de la même plante. Et d'ailleurs, je vais retourner à ma plante de tomates pour vous montrer parce qu'on a passé quelques semaines et les choses ont un petit peu évolué. Voilà, donc si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, mon plant de tomates, il avait des petites fleurs comme ça, hein, d'ailleurs même qui étaient plus ouvertes et toutes jaunes. Et depuis 2 semaines, ben, il n'y a pas eu d'insectes qui sont rentrés dans ma maison, hein, parce que bah, c'est pas le moment, et puis que ben, mes fenêtres elles sont fermées, enfin bref, il n'y a pas eu d'insecte qui a pu venir pour polliniser mes fleurs de tomates. Pourtant, si vous regardez, ben maintenant, ben, on voit qu'il y a des tomates qui sont en train de grandir progressivement. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, j'ai dû un petit peu secouer les fleurs. Je vais taper dessus un petit peu tous les jours pour essayer un petit peu de faire en sorte que dans la fleur, le spermatozoïde de la fleur aille féconder l'ovule à l'intérieur de la fleur. D'accord, hein, que le pollen puisse auto-féconder la même fleur. Et c'est ce qui s'est passé puisque bah, tous les endroits où ça a marché, il y a maintenant une tomate qui est en train de se développer, de commencer à pousser. Donc ça, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une auto-fécondation de la plante. Donc la plante a son propre spermatozoïde qui a fécondé son propre ovule. C'est pas idéal. Dans la nature, les plantes préfèrent pouvoir faire une fécondation croisée, puisque, encore une fois, le but, euh, c'est de pouvoir mélanger les gènes, les choses des spermatozoïdes et des ovules. Mais quand on ne peut pas, hein, quand on est dans une situation, on peut avoir une autofécondation qui va faire qu'on peut quand même se reproduire, même si, par exemple, il n'y a pas forcément l'insecte qui est là au bon moment, etc. D'accord? Donc voilà, ça peut être une chose intéressante à pouvoir, euh, à pouvoir faire. Donc c'est les plantes en général qui peuvent faire cette autofécondation. Ok, donc ça on a vu. Maintenant, vous avez une information de où habite et où se développe l'être vivant. Donc on vous dit en milieu aquatique ou en milieu humide, donc les algues, les truites, hein, on peut bien imaginer qu'il leur faut de l'eau. En milieu terrestre, voilà, le reste, hein, tous les autres êtres vivants sont sur la terre ferme. Et puis une dernière information intéressante et importante qu'on peut apporter, c'est cette idée de développement de l'embryon à l'extérieur du corps de la femme ou développement de l'embryon à l'intérieur du corps de la femme. Hein, donc, si la fécondation se fait à l'intérieur, il y en a quand même plusieurs, hein, on a vu ici qu'il y en a beaucoup qui font une fécondation à l'intérieur de la femelle, ça ne veut pas forcément dire que le bébé, l'embryon, se développe lui aussi à l'intérieur. D'accord? On a souvent des animaux, enfin, si je reprends par exemple l'exemple d'abord de notre escargot, je vais le faire comme ça, on voit que ben, la fécondation va être interne chez l'escargot, mais il va pondre des œufs. Hein. Vous avez vu, vous vous souvenez on le voit d'ailleurs sur la première page ici, hein, les escargots, quand ils vont faire une fécondation, ils vont pondre en bas, en dessous là, des œufs. Et donc ces œufs vont pas se développer à l'intérieur de la femelle, hein, ils vont se développer à l'extérieur du corps de la femelle. Donc c'est souvent le cas, hein, très souvent le bébé va se développer à l'extérieur, sauf pour les mammifères. Hein, on voit que chez les mammifères, ben, le cerf, lui, le bébé va se développer à l'intérieur du ventre de sa mère avant de naître, et quand il va naître, il sera déjà bien formé, hein, il ne va pas naître dans un œuf. Mais tous les autres exemples qu'on a ici en dessus se développent eux tous dans un œuf euh, ou dans une graine, enfin voilà pour les plantes. Ok, donc avec ces informations-là, vous pouvez maintenant reprendre donc ce qu'on vous demande de faire ici, choisir un des êtres vivants que vous avez en haut, et puis une fois que vous avez choisi, vous utilisez le cycle qui est ici pour dessiner le cycle d'un de ces individus, d'un de ces êtres vivants. Il vous en faudra plus, hein, là vous en avez sur votre page, si vous avez votre classeur, sur la page 10, vous avez 2 cycles que vous pouvez utiliser. On va dessiner les 7 cycles ensemble, donc vous aurez besoin de plus de pages pour pouvoir faire ces cycles. Ils seront importants pour une future éval, donc il faut que vous fassiez les 7, que vous dessinez les 7 cycles de ces animaux, même si ce n'est pas celui que vous avez choisi.
D'accord? Donc je vous laisse maintenant mettre pause, faire votre dessin ici en ayant choisi votre animal, essayez de le faire avec ce que vous avez dans la tête, ce que vous avez compris. Vous pouvez revenir sur les cycles qu'on avait déjà dessinés pour les autres animaux. Et puis ensuite, on commencera la correction ensemble de ces 7 différents cycles. Alors voilà, normalement, vous avez pris le temps maintenant de faire votre propre dessin. Et puis là, bah, on va passer en revue les 7 à corriger. Alors, je suis désolé, ils ne sont pas dans le bon ordre. Je ne sais pas, ils ont mis dans un ordre un peu différent, mais c'est égal. Donc, vous avez de la place pour en faire deux. Je vous demande vraiment de prendre une autre feuille pour faire ce qui manque. Donc, les 5 autres, il faudra les faire sur une feuille à part pour pouvoir avoir tout ça ensuite comme correction. Donc, je vais passer en revue avec vous les différentes choses. Donc, on voit qu'ici, ils ont commencé par la truite, d'accord? Donc, la truite, on peut commencer un peu n'importe où, mais on peut partir du principe d'abord qu'on prend le jeune individu. Donc, important de noter, un bébé truite, hein, quand on a un jeune qui se développe, il s'appelle un alevin. Donc ça, vous pouvez le noter, vous pouvez le souligner dans votre schéma. Donc, un bébé truite s'appelle un alevin. Le bébé, une fois qu'il va grandir, il va pouvoir, quand il sera adulte, faire une reproduction sexuée en milieu aquatique. Donc, ça veut dire que les mâles et les femelles vont être capables de se reproduire une fois qu'ils sont adultes, et ils vont faire ce qu'on avait vu dans le schéma, une fécondation externe. Donc, les spermatozoïdes et les ovules de la truite vont se retrouver dans l'eau et vont par hasard, on espère se rencontrer. Et s'ils se rencontrent, ça va faire une cellule œuf, donc une première cellule du bébé. Ça va faire des œufs, hein, donc il va y avoir des œufs de truite qui vont se balader un peu partout dans le lac. Et ben, cet œuf, s'il lui arrive rien, ben, il va se développer, il va faire un jeune individu qui sera un alevin, et ainsi de suite. On va faire des adultes qui vont pouvoir se reproduire, etc. Donc important pour eux de bien préciser qu'ils font une fécondation externe puisqu'ils sont dans l'eau. Donc ils peuvent se reproduire sans avoir besoin de faire ça à l'intérieur du ventre de la mère, mais ils peuvent faire ça dans l'eau qui les entoure. Ensuite, enfin bien sûr, vous pouvez mettre pause et puis tranquillement corriger votre schéma. Ensuite, on passe au cerf. Donc le cerf, lui, pareil, on peut commencer avec le bébé cerf, donc qui va s'appeler le faon. Donc là aussi, un terme à connaître et à apprendre. Donc le bébé cerf s'appelle le faon. Reproduction sexuée. Donc les mammifères ont besoin de pouvoir avoir un mâle et une femelle. Il va y avoir un accouplement du mâle et de la femelle, puisque on n'habite pas dans l'eau, donc on ne peut pas balancer les spermatozoïdes et les ovules autour de soi. Il va falloir que les spermatozoïdes se retrouvent très proches des ovules, donc accouplement hein, avec le pénis, le vagin, pour pouvoir amener les spermatozoïdes le plus proche possible. La fécondation se fait interne, donc l'ovule reste à l'intérieur de la femelle. Le spermatozoïde va arriver jusqu'à l'ovule pour pouvoir faire la fécondation. Si tout se passe bien, on va avoir une cellule œuf, donc une première cellule qui va se développer. Cette cellule œuf va se développer à l'intérieur du corps de la femelle. Là aussi, c'est un truc un peu spécial pour les mammifères. Donc, cette cellule va se développer, va grandir, va faire un bébé, hein, le petit faon, qui va grandir dans le corps de la femelle. Ça va devenir un embryon, donc qui va grandir, jusqu'à ce qu'il soit terminé et qu'on ait la naissance avec un bébé qui s'appellera le faon, etc. D'accord? Donc, on va avoir 7 types de reproduction pour les cerfs. Donc, fécondation à l'intérieur de la femelle, le développement se fait aussi à l'intérieur du corps de la femelle et on a une reproduction du coup qui est bien sûr sexuée. Donc là aussi, je vous laisse mettre pause et compléter votre schéma ou le faire si ce n'était pas celui que vous aviez choisi. Ensuite, on arrive à la sauge. Alors la sauge, c'est une plante. Donc on a un jeune individu, donc une graine de sauge qui peut être plantée. La sauge, elle va faire une reproduction sexuée, donc elle va vouloir ne pas se reproduire toute seule. Elle va avoir besoin qu'il y ait le pollen qui vienne polliniser une de ses fleurs, etc., pour faire des graines. Donc ça se passe quand l'individu est adulte. Il va y avoir une fécondation où
et une autofécondation interne. Donc, fécondation si c'est le pollen d'une autre plante à côté qui vient dessus. Autofécondation, ça peut arriver, hein, si par hasard le pollen de la même fleur vient féconder. Et ça va se faire à l'interne, donc ça se fait à l'intérieur de la fleur. Ça se fait pas par terre, hein. S'il y a un pollen qui tombe par terre, ça va pas marcher. Donc ça va se faire à l'intérieur de la fleur. Si tout se passe bien, pareil, ça va faire une cellule œuf, donc une première cellule, qu'on va appeler la graine, hein, dans ce cas-là, cette graine, elle va contenir du coup tout ce qu'il faut pour pouvoir refaire une plante. Et si les conditions sont bonnes, ben, ça va regrandir en jeune individu, en une petite pousse de sauge, etc., etc. Là aussi, vous pouvez faire pause et compléter votre schéma. Ensuite, on arrive à la poule. Alors, la poule, reproduction sexuée. Donc on a le jeune poussin, un individu bébé, c'est un poussin, j'imagine que vous connaissez ça. Le poussin, quand il va devenir adulte, il pourra faire une reproduction sexuée, donc accouplement d'individus mâles et femelles adultes. La fécondation se fait à l'intérieur, donc ça se passe dans le corps de la poule, hein, donc le coq vient déposer son spermatozoïde à l'intérieur. Il va y avoir une première cellule œuf qui va se développer comme un embryon, et si il y a eu tout ce qui s'est bien passé, il y aura l'œuf qui va pouvoir éclore, avec ensuite le poussin qui va se développer, qui va devenir un adulte, etc. Alors, deux, trois petites précisions du coup sur cette fécondation. Alors, un truc intéressant, c'est que déjà, la fécondation interne, les coqs n'ont pas un pénis, hein, d'accord? Donc, c'est en fait chez les poulets, chez les poules, il y a, chez les oiseaux souvent d'ailleurs, pas tout le temps, mais chez les oiseaux assez régulièrement, il y a ce qu'on appelle en fait des cloaques, hein. C'est en fait deux trous qui vont se mettre proches l'un de l'autre pour pouvoir faire passer les spermatozoïdes vers l'ovule. Donc là, on peut le voir, hein, par exemple chez un oiseau, on voit que ben, ici il y a le cloaque et pareil chez l'autre, donc il n'y a pas il y a pas de pénis, donc c'est vraiment en frottant, en mettant le cloaque proche l'un de l'autre, qu'on va pouvoir transférer le spermatozoïde vers l'ovule de la femelle. Alors, donc on en revient à notre truc. Autre chose que je voulais préciser pour la poule, si vous avez déjà mangé un œuf, ben, en gros, vous allez manger pas forcément un embryon, d'accord? Vous n'allez pas forcément tuer un poussin une fois que vous allez manger un œuf. L'œuf, à la base, en fait, c'est l'ovule de la femelle. Donc, les poulets, ils vont faire des œufs qui ne sont pas forcément fécondés. Donc, s'il n'y a pas eu de, coq, par exemple, proche des poulets qui sont élevés, ben, les poules, elles vont pondre des œufs qu'on va pouvoir ensuite peut-être manger, mais ce sera en fait des ovules qui sont pas fécondés. Maintenant, certaines fois, chez les œufs, il y aura peut-être eu une fécondation, et si vous couvez des œufs pendant suffisamment longtemps que vous avez acheté dans un magasin, vous pourriez peut-être tomber sur un œuf qui a été fécondé, et dans ce cas-là, bah, ça ferait un poussin. D'accord? Mais normalement, ce n'est pas le cas des œufs qu'on achète, puisque c'est juste des ovules qui n'ont pas été fécondés par un mâle. Donc, je vous laisse aussi compléter votre schéma. Ensuite, on arrive à l'escargot. Alors, l'escargot, il y a deux, trois petites choses un petit peu intéressantes. Donc, on a d'abord le jeune individu qui va se développer, qui va devenir adulte et qui va se reproduire de manière sexuée. La petite particularité des escargots, c'est qu'ils sont ce qu'on appelle hermaphrodites. Hermaphrodites, ça veut dire qu'ils peuvent, en fait, c'est qu'ils ont les deux sexes en même temps. Donc un escargot adulte pourra être en même temps mâle et en même temps femelle. Donc deux escargots qui vont se rencontrer pour se reproduire peuvent se féconder l'un l'autre. Donc un escargot, si je reprends notre image du début là, un escargot on peut imaginer que ben, cet escargot ici va jouer le mâle par rapport à cet escargot-là, donc il va féconder les ovules de cet escargot-là, mais en même temps, cet escargot-là pourra jouer le mâle pour l'autre escargot qui est ici et féconder les ovules de celui-ci. Donc une fois qu'ils se seront reproduits, les deux pourront pondre des œufs
puisque les deux ont la capacité d'avoir les organes génitaux mâles et femelles fonctionnels pour pouvoir se reproduire. D'accord? Donc ça c'est un petit truc un petit peu spécial chez les escargots. Ça ne veut pas dire qu'ils se reproduisent tout seuls, hein. Vous voyez que ça reste c'est pas une autofécondation, hein. Vous vous souvenez je reviens juste là sur notre schéma. Ici, on avait l'idée qu'on reste quand même dans une fécondation croisée, hein. Les escargots, il n'y a pas ici, il n'y a pas de croix là, dans autofécondation. Donc ça ne veut pas dire que parce qu'ils ont les deux sexes, ils vont se reproduire tout seuls eux-mêmes, mais ça veut dire qu'ils peuvent euh, se reproduire l'un l'autre quand ils rencontrent quelqu'un, un autre individu, et féconder l'autre. La fécondation se fait de manière interne, donc à l'intérieur du corps de chaque escargot. Ça va créer des cellules œufs qui vont devenir des embryons et donc des œufs. Et l'œuf va ensuite éclore, il y aura un jeune individu, etc. Et on répète la même chose. Donc notez bien hermaphrodite, hein, c'est quelque chose d'un petit peu particulier qu'on ne peut pas retrouver partout. Donc notez bien la partie hermaphrodite. Et je profite des magies d'Internet pour pouvoir vous mettre même une photo d'escargots qui sont en train de se reproduire. Donc là, si on regarde bien, on voit qu'en fait, il va y avoir la partie mâle, donc le pénis de cet escargot-là, qui va aller féconder l'ovule ici, donc dans cette partie-là de l'escargot, et le pénis de cet escargot-là qui va aller féconder la partie femelle de cet escargot ici. Donc ça va ça va se féconder l'un l'autre. Donc voilà, c'est pas une autofécondation, c'est pas ce pénis-là qui rentre ici, ça marcherait certainement même pas, mais c'est une fécondation croisée de l'un et de l'autre en même temps. Voilà pour la partie hermaphrodite. Merci Internet. Ok, donc je vous laisse finir de compléter votre schéma. Et puis, donc, il nous reste ensuite deux schémas à compléter. Donc ici, on vous parle de la tulipe qui donc fait le jeune individu qui va pouvoir devenir adulte et se reproduire de manière sexuée. Donc fécondation et ou autofécondation interne. Donc encore une fois, on a une fleur donc, qui a du pollen et un ovule, donc ça peut s'autoféconder dans certains cas. Le but, ce serait pas forcément de le faire. Si on peut éviter, on peut faire une fécondation, c'est mieux. On fait donc une graine, une cellule œuf qui va pouvoir faire ça. Et on avait vu aussi, donc il y a cette petite particularité ici, qu'il y a une reproduction asexuée pour les bulbes, hein, qui forment des bulbiles, on en a parlé dans le cours précédent. Donc ces bulbiles, ici, hein, donc c'était quelque chose qui est de manière cette fois-ci asexuée. Donc ça va permettre de former plusieurs individus sur le même bulbe pour avoir plusieurs fleurs après pour essayer d'augmenter les chances de se reproduire quand on le fait de manière sexuée. D'accord? Donc, hein, ça, si vous avez des questions, vous revenez en arrière sur la partie des bulbiles, mais simplement sur l'individu principal, donc le bulbe principal, on forme plein de petits autres bulbes autour qui sont en fait des clones, hein, auto-fécondés de l'individu. D'accord? Pardon, c'est même pas autofécondé, c'est asexué. C'est des clones asexués, donc c'est une reproduction qui s'est formée là, de manière asexuée pour pouvoir que la tulipe se reproduise. Je vous laisse compléter votre schéma et on termine avec les algues. Donc les algues aussi, donc jeune individu qui va devenir adulte, qui va pouvoir se reproduire de manière sexuée en milieu aquatique. Donc on revient à cette fécondation externe un petit peu particulière quand on habite sous l'eau. Donc on balance les ovules et les spermatozoïdes autour de soi et ils vont se rencontrer pour pouvoir se féconder. Ça va créer une cellule œuf, donc une graine pour pouvoir faire d'autres algues. Mais on a aussi la reproduction qui peut être asexuée quand les conditions le permettent. Donc une algue qui est sous l'eau, comme on voit, fécondation externe, c'est pas toujours super efficace puisqu'on jette les spermatozoïdes et les ovules autour de soi. Donc des fois ça marche pas génial. Donc une algue, si elle voit qu'elle a beaucoup de possibilités de grandir parce qu'elle a beaucoup de nourriture, etc., elle va potentiellement choisir de se reproduire aussi de manière asexuée. Donc de faire plusieurs petites ramifications de la même algue pour pouvoir rapidement en fait coloniser un milieu qui serait disponible. D'accord? Donc voilà, vous pouvez juste préciser qu'il y a quand même cette partie asexuée qui se produit aussi chez les algues.
ici. Je vous laisse compléter votre schéma. Et donc voilà, ça termine ce chapitre 28 sur la reproduction des êtres vivants. Donc assurez-vous bien que vous avez pu noter et dessiner bien ces 7 schémas de reproduction, parce qu'ils sont importants. On va vraiment revenir là-dessus dans une éval plus tard. Donc s'il y a des choses qui ne sont pas claires, des questions, des trucs que vous avez besoin, n'hésitez pas encore une fois, dans les commentaires de la vidéo YouTube ou simplement dans la partie de votre classe sous le devoir, vous posez ces questions et j'y réponds très volontiers la semaine suivante. Puis on commencera du coup le prochain chapitre la prochaine fois. D'accord? Donc je vous expliquerai un petit peu, on verra un petit peu où on va. Mais donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Et puis à bientôt.